Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, la Caisse des dépôts et consignations refuse la caution de Ousmane Sonko. La CDC a retourné le chèque de 30 millions au mandataire Ayib Daffé. Sonko ne figure pas sur les listes électorales, déclare le chargé de com de la CDC. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur dénonce la gestion politique des universités. Les enseignants veulent reprendre les cours en présentiel. Ils ont marché au campus pédagogique de l'UCAD. Le défi de la baisse des émissions de gaz à effet de serre au cœur de la COP28 à Dubaï. Sommet qui s'ouvre aujourd'hui. Au 12 décembre prochain, nous retrouverons nos équipes en fin d'édition. Et puis comme tous les jeudis, les bonnes feuilles de la rédaction, au-delà des frontières, regard croisé sur l'universalité de la Mouridiya, un livre de Hamidoun Mbaké, note de lecture en fin d'édition. Après vérification, Sonko ne figure pas sur les listes électorales. C'est une déclaration du chargé de communication de la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, qui a donc retourné le chèque de 30 millions au mandataire de Ousmane Sonko, Ayib Daffé. Écoutons le chargé de com, Makhtar Diop, avec Ivo Kane. Effectivement, M. Ayib Daffé est venu à déposer une caution avec un chèque de banque, comme l'indique le code électoral, de 30 millions. Après vérification, la Caisse de dépôt a constaté que M. Sonko ne figure pas sur la liste des personnes, en tout cas éligibles à retirer des fiches de parrainage, donc déposer des cautions. Raison pour laquelle la CDC ne peut pas remettre à M. Sonko une attestation définitive de dépôt, en tout cas de sa caution. Et par conséquent, la Caisse de dépôt a retourné tout à l'heure à M. Daffé le chèque de 30 millions qu'il avait déposé à la Caisse de dépôt et consignation. Le dépôt de la caution est une procédure normale car Sonko est bel et bien candidat à la présidentielle. Déclaration de Ayib Daffé tout juste après avoir déposé le chèque qui lui a été retourné. Voici Ayib Daffé avec Ibou Kane. Nous sommes venus aujourd'hui à la Caisse des dépôts et consignations conformément au code électoral pour déposer la caution du candidat à la candidature Ousmane Sonko, les 30 millions exigés par le code électoral. Donc nous venons juste de le déposer et nous avons reçu la quittance. Et c'est pour dire que la candidature du président Ousmane Sonko est en tout cas toujours en vigueur, elle est réelle, elle est concrète et nous allons en tout cas mettre toutes les dispositions pour qu'à partir du 11 décembre, qu'on puisse déposer son dossier de candidature. La CDC qui a donc retourné ce chèque de 30 millions au mandataire Ayib Daffé au motif que Ousmane Sonko ne figure pas sur les listes électorales. C'est une déclaration du chargé de communication de la CDC. L'autre grand titre de cette édition, non à la tentative de bâillonnement des universités, non à l'arrimage du calendrier académique sur le calendrier électoral, pouvait-on lire sur les pancartes brandies aujourd'hui par les enseignants du supérieur. À l'appel du SAES, ils ont tenu une marche à l'UCAD pour exiger la reprise des cours en présentiel, compte rendu Maïmouna Djaï. Ils ont fait le tour du campus pédagogique pour exprimer leur mécontentement. Ces enseignants du supérieur ont un seul mot d'ordre, la réouverture immédiate des universités, sans exception. Le SAES est disposé à reprendre les cours immédiatement. Donc, de ce point de vue, nous voudrions lui dire que ces deux personnes ne lui disent pas toute la vérité. La vérité, on la connaît, c'est que l'université est à l'arrêt depuis plus de 6 mois. L'enseignement à distance, le SAES ne s'y oppose pas unilatéralement.
Mais il y a des préalables. Une réflexion profonde doit être menée pour ne pas sacrifier les étudiants. Le SAES condamne aussi la démarche du conseil académique. Les décisions du conseil académique ne reflètent pas la réalité. Le recteur n'a pas demandé aux instances de faculté de se réunir pour leur donner leur avis. Il a isolé les facultés du conseil académique. Et ce n'est pas démocratique. C'est contre l'esprit de la loi de 2015 pour laquelle nous nous sommes battus. Donc le recteur, s'il veut bien décider, il doit demander à ce que les facultés responsables de la pédagogie soient convoquées pour que les décisions lui soient remontées et ensuite le conseil va décider. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a également évoqué une discrimination dans les enseignements. Pourquoi les étudiants qui paient font cours et ceux qui ne payent pas ne font pas cours? C'est la discrimination. Il y a des étudiants qui font cours et l'université est unique, indivisible. Le SAES reste ouvert à des négociations, un dialogue sincère, franc, avec des autorités qui ne le méprisent pas. Votre ministre nous méprise, le recteur nous méprise. Nous demandons à ce que le SAES soit respecté et nous sommes ouverts. Le SAES se dit mobilisé et déterminé à garantir un enseignement de qualité, un objectif qui passe forcément par le respect des accords signés avec le gouvernement, selon les syndicalistes. Merci Maïmouna. Des échanges de tirs en plein jour à la Médina. Les habitants de la rue 9 ont eu une belle frayeur hier. C'est un vol à l'arraché qui a failli virer à la catastrophe. Habib Faye. Un vol à l'arraché qui a failli virer au drame. Médina retient son souffle. C'est à la rue 9, angle Blaise Diagne, que les échanges de tirs à feu ont eu lieu. Ndiémé Diallo est gérante dans ce kiosque. Elle pensait être dans un film western et elle nous retrace le film du braquage. J'ai aperçu deux scooters qui roulaient dans le sens inverse. Tout d'un coup, l'un est descendu pour marcher à pied. Je pensais dans un premier temps qu'il voulait régler la circulation. Alors que non, il est allé arracher le sac du gars. Il a tiré son arme à feu, puis il a appuyé sur la détente. Et c'est en ce moment que nous avons couru pour voir ce qui se passait. Ensuite, un homme appelé au voleur. Les gens se sont rendus compte alors du dégât et l'ont poursuivi, mais il continue à tirer. Une situation qui intrigue les populations. Nous sommes tous exposés au danger. Les malfaiteurs peuvent à tout moment revenir. Ça a été vraiment triste, triste. Parce que quelqu'un qui travaille matin, midi, soir pour gagner sa vie, et un bon jour, un agresseur vient pour venir prendre ce que tu as. C'est pas facile. Pour lutter contre l'insécurité à la Médina, le maire envisage d'installer des comités de veille. On va essayer d'organiser les comités de quartier et on va refuser ça. Les agressions par scooter commencent à être récurrentes. Et je pense que la police est en train de faire un excellent travail et les populations aussi vont apporter leur pierre par rapport à ça. Mais l'essentiel, ce cleaning day nous servira au moins à régler beaucoup de problèmes à la Médina. L'autorité administrative a, pour sa part, invité les habitants à dénoncer les malfaiteurs. Quand vous voyez une chose étrangère dans un quartier, il faut la dénoncer. Quand vous voyez des gens qui ont des comportements qui ne rassurent pas, il faut alerter. Alerter, ce n'est pas aller, penser que votre vie est en danger, non. Vous le faites, c'est par la dénonciation et par l'alerte qu'on peut composer avec la police. Il suffit de donner des indications et de donner un renseignement, et le reste, le tour est joué. Une enquête est ouverte par la police centrale. Les deux assaillants sont entre les mains des forces de défense et de sécurité. Merci Habib. Lancement de l'élaboration de la politique nationale de gouvernance des frontières à Dakar, une préoccupation majeure de plusieurs pays ouest-africains. Selon le vice-amiral Omar Ouad, la connexion de nos pays permet de sécuriser davantage nos pays frontaliers. Le voici avec Modoufal. La gestion des frontières plus que fondamentale pour la survie de nos nations, plusieurs États ouest-africains se sont connectés pour assurer les délimitations, mais également procéder à une élaboration d'une politique nationale de gouvernance des frontières. D'ailleurs, un atelier de validation des termes de référence est tenu à Dakar. 4 grands domaines qui sont fixés. Pour un exemple, dans le domaine de la défense et de la sécurité.
dans le domaine des infrastructures, dans le domaine socio-éducatif. Dans tous ces domaines-là, nous devons dire qu'est-ce que nous devons faire en matière de gestion des espaces frontaliers et transfrontaliers, parce qu'il s'agit également de pouvoir mettre dans ces communautés-là, définir comment nous interagissons avec nos voisins. Donc dans ces 4 domaines, nous allons exactement travailler à la pacification des zones frontalières, donc nous accorder avec nos voisins sur quelles sont les délimitations, éviter tout ce qui est litige frontalier, donc c'est ce qu'on appelle stabiliser les zones, et ensuite mettre des infrastructures qui permettent d'être utilisées de part et d'autre de la région. C'est des infrastructures hospitalières, c'est des infrastructures routières, c'est toutes les infrastructures qui peuvent être utilisées de part et d'autre de la frontière. Pour une sécurité durable, dans les pays comme le Sénégal, des partenaires s'engagent. L'Allemagne se tient aux côtés du Sénégal dans le cadre d'un partenariat diversifié. Par le biais de l'Office des Nations Unies contre la drogue et la crime, l'Allemagne soutient la coopération transfrontalière entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Afin d'améliorer les contrôles aux frontières, la police fédérale d'Allemagne organise des formations sur la reconnaissance de documents d'identité faux ou falsifiés. Le centre de formation de la Bundeswehr, voilà l'armée allemande, à Bargny, forme des chiens de service qui sont adaptés à la protection des frontières. Selon les autorités sénégalaises, notre pays est confronté à plusieurs enjeux et défis sécuritaires, géopolitiques, économiques, sociaux et migratoires. Les officiers de la police à l'école de la formation sur la prévention de la torture et des mauvais traitements dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. C'est une initiative de l'Observatoire national des lieux de prévention de liberté. Compte rendu, Fatou Bintou Conté. Pour se prémunir des actes de violence dans le cadre des maintiens de l'ordre, l'Observatoire national des lieux de privation de liberté forme les forces de l'ordre sur la prévention. Avec un thème quand même plus d'actualité qui nous préoccupe tous. Nous le savons, nous sommes dans une période et nous allons vers des séquences électorales, il faut le dire, où l'activité de la police est plus que de mise sur le terrain. Il nous appartient, dans le cadre de notre mission de prévention, de les encadrer pour mieux les préparer à avoir la meilleure posture sur le terrain, le tout pour éviter tout simplement qu'il y ait des bavures, des violations de la loi de manière générale et particulièrement des cas de torture ou de mauvais traitements. Pendant 2 jours, des officiers de police venus de toutes les régions du Sénégal seront à l'école de la prévention des mauvais traitements lors des opérations de maintien de l'ordre. C'est des fonctionnaires de police qui sont au niveau de la sécurité publique, qui sont dans les différents commissariats du Sénégal et qui tous les jours sont amenés à en tout cas interéchanger avec le public, les usagers et qui peuvent vraiment dans le cadre de ces interéchanges-là, avec cette formation, bonifier davantage leur action et se prémunir de comportements attentatoires aux libertés, aux droits humains. Un renforcement de capacité de ces officiers de police qui leur permettra de protéger les droits humains. Cette formation vient renforcer les capacités de nos personnels. Nous avons déjà une formation à la matière, mais le rappel est toujours bon. Et comme l'a souligné l'observateur tout à l'heure, nous avons des formateurs qui ont de l'expérience en la matière et qui vont venir renforcer, en tout cas, renforcer les capacités de nos collaborateurs. Donc ça va être un bonus, une plus-value dans le cadre des prochaines manifestations que nous allons gérer. La formation sera assurée par des anciens policiers et des magistrats de haut rang. L'armée sénégalaise a réceptionné 2 hélicoptères Mi-17 et d'autres matériels roulants ce matin. De nouveaux équipements qui viennent renforcer l'existant. C'était ce matin à la base aérienne capitaine Mambala Andalay Sissé, compte rendu d'Issa Prera. En puissance de nos armées, l'État veut que les armées sénégalaises aient davantage de moyens dans l'exercice régalien de leur mission. Vous avez noté une politique de défense nationale innovée, performante, permettant à tous les niveaux à nos armées de réaliser des performances en termes d'infrastructures, d'équipements et de ressources humaines.
Des hélicoptères et autres appareils volants, mais aussi du matériel roulant, les armées sénégalaises inaugurent également d'autres types d'infrastructures. Vous avez vu ce qui est en train d'être fait au niveau de l'état-major. Vous avez vu les infrastructures en termes d'accueil. Vous avez vu aussi l'état-major lui-même, qui est un bâtiment qui reflète notre volonté d'avoir une armée de l'air prête, une armée de l'air moderne, une armée de l'air évolutive et flexible, capable d'assumer ses missions. Une politique de défense nationale innovante articulée autour de la défense des intérêts du Sénégal, avec l'apparition du gaz et du pétrole, c'est un tout autre visage que les autorités veulent pour l'armée nationale. Merci Dissa. Il commence à subir durement les contre-coups économiques de la suspension de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. Les pêcheurs artisanaux de la localité veulent la reprise de l'activité. Reportage Lamine Ba et Lamine Mandjang. L'arrêt des bateaux qui assurent la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor a un fort impact sur l'exploitation des produits halieutiques transformés de manière artisanale. Avec le prolongement de la mesure de suspension des navires, le pêcheur artisanal est maintenant directement impacté. Lui, il est pêcheur. Alors, quand il va revenir avec ses poissons, il va le vendre à un marieur ou de l'autre à une femme transformatrice. Qui aujourd'hui, en majorité, même ceux qui sont dans les fumoirs, ils font le mâchoiron fumé via Dakar pour faire vendre. Mais mieux, pour arriver à amoindrir leur charge, ils préfèrent passer par le bateau. Et aujourd'hui, voilà, le bateau ne circule pas. Dans ça, c'est un appel que je lance à l'administration pour la grâce de Dieu, de faire tout et de mettre tous les moyens possibles de vouloir et de bien vouloir faire démarrer le bateau pour l'intérêt de tous les acteurs qui sont ici au niveau national et international. Les 13 CLPA que compte la région de Ziguinchor se sont retrouvés durant 48 heures à l'île de Carabane pour examiner les difficultés du secteur de la pêche et pointer du doigt les raisons qui expliquent la rareté des ressources halieutiques. Parce que, ils ne respectent pas les mailles volontiers pour des raisons d'intérêt personnel. De deux, ils n'évitent pas les aires de reproduction. Et aussi, il y a un fait, dans les interviews, les gens oublient. Parce que si vous entrez dans les statistiques, le nombre de pirogues, par rapport à 2023, la courbe n'est pas équilibrée, au contraire, elle monte. Parce que pourquoi? Actuellement, tout type que tu vois préfère aller financer dans la pêche. Donc, si en 90, par exemple, on avait 3000 pirogues, aujourd'hui, il faut se trouver entre 12 et 16 000 pirogues. Les pêcheurs artisanaux préconisent à ce que l'État revoie les conditions d'attribution des licences de pêche et surveille davantage la multiplication des zones de reproduction. La mer, c'est un être vivant que tu exploites nuit et jour, 24 sur 24, sans repos. Vraiment, ce serait très difficile. Nous, en tant qu'acteurs, nous sommes dans cette réflexion, comme on a fait pour cette sortie combinée. Dire, et si possible, de voir même l'annulation des licences, les autorisations de pêche, est-ce que tu as vu? Et revoir aussi la confection des pirogues. C'est vrai, la bonne sensibilisation est faite pour les pirogues en fibre de verre. Mais beaucoup n'entendent pas, ils ne voient pas. Or que ça, là, ça impacte l'environnement. Ça fait partie des facteurs. Qui jouent et qui activent la raréfaction du produit halieutique. Parallèlement à l'activité de réflexion sur les stratégies de relance du secteur de la pêche artisanale, des activités communautaires d'intérêt général ont été aussi organisées par les pêcheurs pour préparer et faciliter le retour des bateaux. Merci Lamine. Et parlons santé à présent. L'hôpital régional de Matam sans néphrologue depuis plus de 2 mois maintenant. Le cri de détresse des hémodialysés de la région dans ce reportage de Ali Bandelian et Lachli. Désemparés et angoissés, les hémodialysés de Matam se retrouvent dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. Depuis l'affectation de leur néphrologue vers Touba, il n'y a plus de médecins au centre de dialyse à l'hôpital régional de Matam. 4 parmi eux sont déjà décédés et d'autres dans un état critique suffisant pour que les dirigeants du collectif des hémodialysés de Matam tirent la sonnette d'alarme. léegi beneen docteur bu nekkoon fi kooku dafa dem waaw dañuy wax dañ ko affecté xaw ma lan keneen ñëwul depuis le 16 dañ ma wax
Nous sommes très inquiets. 4 parmi nous ont déjà perdu la vue parce qu'il n'y a pas de médecin pour nous suivre. Comme vous le savez, nous avons une santé très fragile. On ne doit pas nous abandonner dans cette situation-là. Depuis le départ de notre médecin, on nous annonce l'arrivée de son remplaçant. Jusqu'à présent, rien. C'est pas humain. Nous sommes en danger. Nous risquons tous de mourir ici. Nous ne comprenons pas. Il faut que les autorités nous entendent. Nous avons quand même le droit de nous soigner. C'est le premier centre de dialyse avant celui de Agnam inauguré en 2021. Au-delà des 22 malades suivis du lundi au samedi, de nombreux patients figurent encore sur la liste d'attente. Allez, le directeur de l'établissement rassure les malades. Le nouveau néphrologue va prendre service dès ce vendredi. Il y a eu le néphrologue qui avait demandé à être muté à Touba, chose qui a été faite par l'État. Et ça, je le dis haut et fort, la direction des ressources humaines m'avait vraiment accompagné pour m'affecter un autre néphrologue. Aujourd'hui, le néphrologue est en route et prendra service dès demain, vendredi, le 1er, Inch'Allah. Et ce matin, quand on m'a saisi en me disant qu'il y a les malades hémodialysés qui auraient aimé faire un point de presse, j'avais dit aux surveillants de service que j'allais venir vers eux les rencontrer. Parce que je le dis haut et fort, le président des hémodialysés ne m'a jamais rencontré. Il y a eu un patient qui était venu me voir et je lui avais fait savoir qu'effectivement le ministère a affecté un médecin néphrologue. L'actualité, c'est aussi l'ouverture de la COP28 à Dubaï. Les 198 parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques vont essayer de relever le défi de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Yassine Sey, le chef de l'État, Macky Sall, va s'exprimer demain. Chérif Diop, bonsoir. Effectivement, nous sommes ici à Dubaï, jeudi 30 novembre 2023. Cette date marque l'ouverture officielle de la COP28, la conférence des États signataires. L'heure est grave, il est plus que temps de s'unir, d'agir afin de délivrer un environnement sain aux générations futures. Voici les propos tenus par le président de la COP28, Dr Sultan Al-Jaber. Lors de la COP27, Dubaï avait promis de décaisser des fonds importants afin de participer à la lutte contre les changements climatiques. Ces propos et ces promesses ont été réitérés. Dubaï est prêt, d'où le thème de la COP de l'action. Son Excellence, le président Macky Sall, est déjà présent à Dubaï. Il va s'exprimer demain au niveau de la salle des plénières. Nous avons eu écho du contenu de son discours. Il va intervenir sur des points essentiels tels que les 4% ou moins de 4% que l'Afrique pollue dans le monde. Est-ce une raison pour qu'aujourd'hui l'Afrique paie les méfaits des pays développés? Nous avons 600 millions d'Africains qui n'ont pas encore eu accès à l'électricité. L'exploitation de nos ressources naturelles devient un impératif tout en respectant les normes environnementales grâce aux expériences vécues par d'autres pays. Unite, Act and Deliver, s'unir, agir afin de léguer aux générations futures un environnement sain. Voici le slogan de la COP28, la COP de l'action. La COP28 bat son plein. Nous allons approfondir demain avec l'intervention de la délégation sénégalaise qui est bien présente, composée de nos vaillants scientifiques spécialistes dans les domaines des changements climatiques, des crédits carbone, qui sont en train de négocier pour le compte du Sénégal, mais qui nous parleront aussi des réels enjeux de la COP28. Merci beaucoup Yassine, envoyé spécial à Dubaï pour les besoins de la COP28. On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. Au-delà des frontières, regard croisé sur l'universalité de la Mouridiya, une production littéraire dans laquelle l'auteur évoque le message universel de Cheikh Ahmadou Bamba, transcendant les frontières géographiques et culturelles. L'auteur, Amidoune Mbaké, il s'appelle, et la note de lecture est signée Ibou Diouf. Dans ce livre, l'auteur essaie d'entraîner le lecteur dans un voyage à la découverte du message de Cheikh Ahmadou Bamba. En s'appuyant sur ses propres expériences, Amidoune Mbaké aborde les contraintes auxquelles les mourides, notamment ceux de la diaspora, sont confrontés dans la diffusion de la parole
de Serigne Touba. Cheikh Ahmadou Bamba déjà avait un message qui a une vocation universelle. Parce que les Sénégalais ont souvent tendance à wolofiser Cheikh Ahmadou Bamba, ou comme je l'ai dit, à le sénégaliser, espérant qu'il était venu uniquement pour les Sénégalais, alors que Cheikh Ahmadou Bamba n'était pas que sénégalais, mais il était quand même une figure qui est venue pour le monde entier. L'auteur Amidoune Mbacké, à travers son ouvrage Cheikh Ahmadou Bamba, au-delà des frontières, regard croisé sur l'universalité de la Mouridia, explore les défis et les espoirs des Mourides à travers une vision authentique et inspirante de la Mouridia universelle. Beaucoup de stratégies qui devraient être en tout cas envisagées dans ce sens-là. Par exemple, moi je pense qu'il faut en tout cas former des gens qui vont voyager partout dans le monde, les former en termes de communication, les outiller en termes d'arguments. Ce livre est comme une invitation. Il vise à faire comprendre le message de Serigne Touba dans un monde globalisé, les enseignements et la sagesse intemporelle de Cheikh Ahmadou Bamba au-delà des frontières de la connaissance et de l'âme. Avec le monde entier, il faut que Touba, en tout cas, développe le tourisme religieux en construisant des musées à Touba pour pouvoir quand même attirer les gens qui vont venir de partout dans le monde pour quand même découvrir cette immense richesse du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba. Et effectivement, ça doit être quand même accompagné de certaines mesures, comme la construction d'un aéroport moderne à Touba. Il faut que Touba dispose d'un aéroport moderne qui pourra quand même, en tout cas, accueillir des vols internationaux. Amidoune Mbacké en est à son deuxième ouvrage après son livre intitulé Mame Cheikh Anta Mbacké, grand militant de la foi et du travail. L'auteur est titulaire d'un master en finance et en digital. Il est aussi l'auteur de Cheikh Ahmadou Bamba au-delà des frontières, regard croisé sur l'universalité de la Mouridia. Merci Ibou. Et puis Harris Kissinger est mort à l'âge de 100 ans. Le diplomate américain a marqué l'histoire, vous le savez, de la géopolitique, avec notamment son rôle joué dans la guerre froide. Le très controversé prix Nobel de la paix avait fait parler de lui dans le scandale du Watergate. Cher Tidiane Diao. Il est considéré comme l'un des plus grands diplomates de tous les temps. Harry Kissinger, c'est aussi un intellectuel controversé pour son rôle dans certaines des pages les plus sombres de la guerre froide. Bombardement meurtrier au Cambodge, rôle occulte dans le renversement du gouvernement démocratiquement élu de Salvador Allende au Chili, c'était en 1973, blanc signe donné à la brutale invasion indonésienne au Timor oriental, appui à l'opération Condor, une vaste campagne d'assassinat d'opposants dans 6 dictatures militaires d'Amérique latine en 1975. Harry Kissinger a régulièrement été qualifié de criminel de guerre par ses détracteurs les plus virulents, mais sans rien perdre de son aura de virtuose des relations internationales. Pour maintenir l'ordre en pleine guerre froide, le natif d'Allemagne avait prôné une politique étrangère pragmatique visant un équilibre des pouvoirs bâtis autour de Washington, Moscou et Pékin. La signature de l'accord de Paris sur le Vietnam en 1973, qui met temporairement fin à la guerre du Vietnam, lui vaut le prix Nobel de la paix, qui restera l'un des plus controversés de l'histoire. Son nom restera cité dans l'affaire d'espionnage politique du Watergate. Il parviendra tout de même à sortir indemne de la tempête. À la suite de la démission de Richard Nixon, il réussit à conserver son poste de secrétaire d'État, mais quitte celui de conseiller à la sécurité nationale, mettant fin à un cumul de fonctions inédits dans l'histoire diplomatique américaine. Merci beaucoup, cher Tidiane. Avec nous sur ce plateau, un autre cher Tidiane, le docteur Cheikh Tidiane Gadio. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Chérif. Vous êtes notre invité pour Soir d'Info, mais juste un mot sur la mort de Harry Kissinger, que vous avez rencontré. Que j'ai rencontré avec le président Abdoulaye Wade. Et c'était impressionnant parce que c'est vraiment une grande figure de l'histoire du XXe siècle et début du XXIe siècle.
Et ce qui m'a impressionné, c'est qu'il a travaillé toute sa vie. Jusqu'à récemment, il publie encore des ouvrages. Et il a été un homme de son époque, avec maintenant ses qualités et ses défauts, comme vous avez dit. Et ça prouve encore une fois que personne n'est un tout positif ou un tout négatif. Et vraiment, les écoles de diplomatie et de relations internationales vont continuer à enseigner Henry Kissinger. Le docteur Chertiyan Gadio qui sera notre invité dans un instant. Dans Soir d'Info, la suite. Un mot de sport avant de se quitter et de clôturer cette édition. Dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2024 au stade Lat Dior de Thiès. Le Sénégal a laminé l'Égypte sur le score de 4-0. Écoutons le sélectionneur avec notre équipe au niveau du stade. Jouer. Vous avez vu, chaque fois qu'on leur a laissé de l'espace, elles ont pu faire des situations et nous créer des problèmes. Donc nous avons aujourd'hui notre façon de jouer, nous avons nos qualités, et il va falloir qu'on joue sur ça. C'est-à-dire nous avons plus de qualité athlétique, nous avons plus d'impact sur le plan physique, nous avons une bonne organisation défensive. Et à partir de ce moment-là, il faut récupérer les ballons et essayer de marquer. C'est ce qu'on a fait ce soir. Je pense que même avec un peu plus de lucidité ce soir, on aurait pu avoir un score plus large. Parce qu'il y a eu vraiment, à un moment, beaucoup d'occasions ratées. C'est un travail, c'est quelque chose aussi sur lequel on va encore travailler. Parce que chez l'adversaire, il va nous falloir marquer. Et je pense que c'est possible avec un peu. Manche retour le 5 décembre prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment d'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info, la suite avec le docteur Chertiyan Gadio, candidat à la présidentielle de 2024. A tout de suite.